Ok, comme j'avais dit tantôt, nous sommes au dernier jour. Nous allons essayer de simuler un projet client et essayer de vous représenter ce site-là du début jusqu'à la fin. Donc, avant de commencer, la dernière fois, comme on avait fait quoi en fait, vous avez donné cela, les différentes étapes qu'on suit le plus souvent en fait lorsqu'on veut créer un site internet. Donc, dans cette partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc essayer de prendre le besoin du client. Donc, un client qui est venu vers nous, nous a présenté en fait cela, son besoin. Une fois qu'il nous présente son besoin, qu'est-ce qu'on fait donc? Donc, on analyse ce besoin-là afin de lui proposer une solution. On va faire l'analyse du besoin et préparer donc ici là ce qu'on appelle le projet. Une fois qu'on aura préparé le projet, on va donc passer à la partie conception. Conception UX, UI. Bon, ici là, la conception UX, on ne va pas trop s'apesantir parce que ici là, on va choisir directement un template. Donc, c'est le template qui va nous guider. Mais lorsqu'on fait du sur-mesure, lorsqu'on fait du WordPress sur mesure, on va le plus souvent, en fait, ici, là, euh, concevoir réellement les maquettes UI, UX, et maintenant les coder nous-mêmes et les intégrer directement dans WordPress. Mais ici, là, l'aspect conception UI, UX, ici, là, sera tout simplement le fait qu'on va directement, en fait, ici, lister les différentes pages et essayer de voir comment est-ce que les différentes pages vont se présenter, même avec le template qu'on aura choisi. Donc, après, on va faire une mise en œuvre technique, donc on va mettre en place tout ce que nous avons vu avec WordPress jusqu'ici là pour avoir notre site complet. Et on va donc passer donc ici à la sécurité, l'optimisation et la partie qui concerne en fait les blocs. Donc, comme je disais tantôt, la première partie en fait ici, lorsqu'on va vouloir créer un projet en fait, c'est d'analyser le besoin du client et de préparer en fait ici là le projet. Donc, lorsqu'on parle de ça d'analyse changer. Lorsqu'on parle en fait ça d'analyse du besoin et la préparation en fait ici là du projet, pourquoi on le fait? Parce que quand le client vient vers nous en fait, il a ce qu'on appelle un besoin. Il va exprimer ici ce qu'on appelle le besoin, l'expression du besoin en fait. Quand il va donc exprimer son besoin, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc analyser ce besoin. Donc je vais prendre un cas simple ici là. Donc je parle d'un exemple simple par exemple. On va prendre le cas par exemple d'une commerçante en ligne qui s'appelle par exemple ici là Laura. Donc, Laura est une commerçante en ligne, est une entrepreneur par exemple camerounaise. Et elle veut lancer ici en fait une boutique de cosmétiques ou alors de lingerie. Donc elle vend déjà par exemple sur les réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram ou alors dans les groupes. Et son objectif aujourd'hui donc, c'est de passer à notre palier. Elle veut franchir une autre étape professionnelle afin ici de professionnaliser encore plus son activité. Et quand elle vient donc, elle va nous contacter donc pour pouvoir essayer de mener à bien son projet. Et donc, quel sera par exemple son objectif ici? Son objectif sera tout simplement ici de pouvoir disposer d'un site internet professionnel qui sera donc attractif et sécurisé. Et elle voudrait qu'ici, à partir de son site internet, elle soit capable en fait de pouvoir gérer les commandes, de gérer son stock, de gérer la relation, par exemple, ici avec le client. Et donc, quand le client vient, en fait, parmi les questions que vous lui posez, il y a également le public cible. Vous lui demandez, par exemple, bon, quelle est la tranche d'âge que vous voulez cibler. Donc, ça fait partie de son besoin. Il dit, par exemple, bon, je peux viser les hommes ou alors les femmes entre 18 et 40 ans, je vais cibler les mères de famille, je vais cibler les jeunes peut-être qui sont actifs, je vais cibler peut-être les influenceuses dans le côté beauté. Donc ça, c'est peut-être le côté publicité. Maintenant, au niveau du positionnement, comment est-ce que vous pouvez poser la question par rapport ici à son positionnement? Donc ça, c'est de manière générale, ce n'est pas juste lié au type au secteur cosmétique et lingerie que je suis en train de dire. Au niveau du positionnement, donc, on va peut-être se positionner là sur des produits qui seront peut-être abordables, des produits qui ne seront pas trop chers. On va se positionner également au niveau côté esthétique ou alors côté valorisant. Donc, les produits qu'elle veut vendre, par exemple, là, je dois respecter en fait le positionnement indiqué. Donc, le projet dont s'appelle ici là Laura Bis. Et nous allons donc partir sur cette base ici pour construire tout notre projet étape par étape en respectant bien évidemment tout ce que nous avons vu jusqu'ici là en ce qui concerne WordPress. Donc, exactement comme dans la vie réelle, un client vient vers vous et il veut essayer là que vous réalisez une réelle prestation. Donc, maintenant, au niveau des objectifs, lorsqu'on vient avec un projet comme celui-ci, en fait, qu'est-ce que vous devez regarder?
Donc, lorsque le client va venir vers vous, en fait, avec un projet, bien lorsqu'un client vous contacte, en fait, pour créer un site internet, la première chose que vous devez faire, en fait, ici, là, c'est de clarifier ses objectifs. Vous vous rappelez très bien, nous sommes déjà dans la partie cahier des charges. Donc, lorsqu'on parle d'objectifs d'un site internet, en fait, on entre déjà dans la partie cahier des charges que nous avons vu. Donc, ici, là, dans la partie cahier des charges, en fait, le cahier des charges, en fait, c'est le premier élément, en fait, ou alors la première chose qu'on doit faire afin de clarifier, en fait, ici, là, les objectifs euh, du client. Parce que quand le client vient, en fait, il vous a exprimé ici, là, ses besoins. Il vous exprime son besoin, son objectif principal. Donc, à partir de son objectif, ou alors à partir de son besoin là qu'il vous a exprimé, donc, il faudrait que vous puissiez analyser cela en fait et de ressortir avec ici là un cahier de charges. Donc, dans notre cas, par exemple, ici là, notre cliente veut vendre par exemple en ligne. Donc, forcément, on comprend déjà que c'est la vente en ligne. Ce qui implique quoi? Lorsqu'on parle de vente en ligne, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on parlait de vente en ligne, il y avait parlé à chaque fois, par exemple, ici. Lorsqu'on faisait la vente en ligne, il y a parlé par exemple ici du fait que lorsqu'on veut vendre en ligne, en fait, on doit avoir un parcours utilisateur. Bien que c'est la même chose dans tous les types de sites web, en fait, il y a toujours le parcours qu'on va regarder. Mais côté site e-commerce ou côté site de vente en ligne, en fait, le parcours utilisateur doit être le plus clair possible. Donc là, on va peut-être voir les produits, on va mettre les produits au panier, on va payer peut-être facilement. Donc voilà les éléments qu'il faut clarifier dans votre cahier des charges. Donc, une fois que vous aurez clarifié donc ça va permettre que vous puissiez vous entendre avec le client pour passer à la suite. Donc, mais au-delà de la vente, puisqu'elle fait ça de la vente en ligne, au-delà de la vente, en fait, il y a aussi des stratégies sur le long terme qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir construire ici ce qu'on appelle une présence en ligne, attirer ici là, les visiteurs sur Google, collecter les emails pour fidéliser. C'est la partie que nous avons vue hier. Donc, ça, c'est la partie SEO et marketing. Donc, on ne va pas juste se concentrer sur la création du site lui-même. Il faudrait qu'on puisse tout le temps gérer la présence en ligne en mettant en place le SEO, en mettant en place les emails marketing, etc. Donc, tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour fidéliser le client lorsqu'on va créer le site internet. C'est la partie accompagnement donc ici. Donc, cela signifie quoi? Cela veut tout simplement signifier que notre site internet ne sera pas juste un site vitrine. Là, on a déjà compris parce qu'on a parlé de vente en ligne. Donc là, on n'a pas ici là un site vitrine, mais plutôt ici là un outil qui va pouvoir convertir les clients. Donc un outil en fait qu'on va créer que lorsque les gens vont arriver dessus, ils vont passer directement ici à l'achat. Donc, il faudra donc penser ici là à une intégration complète au niveau ici, là, de la stratégie de contenu et également penser ici là à l'aspect responsif pour que le site e-commerce que nous allons créer en fait ici puisse s'adapter directement à, à tous les types de périphériques, que ce soit sur téléphone, que ce soit sur tablette, que ce soit sur téléphone. Donc, tous les objectifs là donc, que vous voyez dans ici là vont nous guider en fait pour définir la stratégie de notre site internet. Les objectifs principaux du site e-commerce. Donc, on va faire quoi? On va présenter les produits cosmétiques et de lingerie avec des visuels attractifs. On va permettre l'achat en ligne via un panier et un paiement intégré. On va collecter les données du client pour le marketing. On va renforcer la crédibilité de la marque en ligne, le SEO. On va offrir une expérience simple et fluide sur mobile. C'est ce que je parlais tout à l'heure, le responsif ou alors le mobile friendly. Maintenant, au niveau des objectifs secondaires, les objectifs secondaires du site qu'on veut créer, c'est quoi? On veut gagner en visibilité avec le référencement naturel. On veut créer un espace, par exemple, blog pour partager des conseils de beauté et de lingerie pour faciliter toujours le référencement. Également, il faut qu'on ait un espace administrable qui sera facilement géré par l'administrateur, notamment pour gérer ici là les produits et les commandes. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est un cahier de charges minimalisé, contrairement à ce qu'on avait fait, je vous avais parlé la dernière fois. Donc là, ça, c'est un cahier de charges minimalisé pour que le client puisse confirmer, en fait, réellement ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, quand vous aurez fait donc ça, vous aurez donc réalisé ici un cahier de charges minimal. Et à partir de ça, donc, vous pouvez donc passer à l'étape supérieure. Maintenant, la prochaine étape qu'on avait vue, c'était quoi? Lorsqu'on a, il y a le cahier des charges. Donc, là, on a défini notre cahier des charges, ce qu'on veut réellement. On sait déjà d'où on part. On a les objectifs principaux du site. On a les objectifs secondaires. On sait déjà d'où on part. Maintenant, puisqu'on sait d'où on part, dans le cours, qu'est-ce qu'on avait fait? Nous avons parlé cela du persona. Donc, le persona, il faudrait qu'on puisse définir dans cela le persona, donc la personne qui est censée donc venir sur cet internet en question et passer des achats. Pourquoi on va parler du persona? Tout simplement parce que lorsqu'on crée un site internet, en fait, ce n'est pas juste
le fait qu'on va juste venir là mettre des pages à propos, pages produits et tout. Non, il faut d'abord penser donc ici à la personne qui va donc venir ici là utiliser notre site internet. Alors, un instant, accepter celui-ci. Donc, lorsqu'on crée un site internet, en fait, il faut donc penser à la personne qui va souvent utiliser notre site internet. Donc, ce sont les utilisateurs du site. Donc, ici, là, par exemple, notre cliente qui était Laura Bis, qu'on nous a contacté, en fait, puisqu'elle nous a donné ses besoins, donc, on a proposé, donc, ici, les objectifs qu'on va avoir. Maintenant, à partir de ces objectifs là, donc, on peut donc voir qui sont les utilisateurs qui peuvent avoir besoin de la solution qu'on veut créer du site internet qu'on veut créer. Donc, ici, par exemple, comme il dit tantôt, notre cliente vise, par exemple, les jeunes femmes entre 25 et 40 ans. Donc, ça, c'est le persona que nous sommes en train de définir. Là, on va dire, par exemple, au niveau du persona, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport dans le cours? On avait dit que, bon, au niveau du nom, on va d'abord donner le nom au persona, on va définir réellement son persona. Il y a plusieurs éléments. Rappelez-vous très bien qu'il y avait plusieurs éléments que je peux mettre ici là. Mais là, moi, je m'arrête juste ici là à quelques caractéristiques. Je prends juste peut-être le nom. Il dit, par exemple, c'est Laura. Elle a peut-être 28 ans. Elle est coquette et elle est active en ligne et toujours connectée. Maintenant, il y a différents profils qu'on devait prendre. Dans le cours, on avait parlé du profil socio-démographique, on avait parlé du comportement. Là, maintenant, moi, je m'arrête juste aux deux principaux aussi. Je veux, par exemple, gérer la socio-démographie parce que nous sommes au Cameroun. Je vais gérer euh, l'âge, je vais gérer le fait que la personne soit peut-être travailleuse ou alors dans emploi, je vais gérer les zones urbaines, je vais gérer euh, la connectivité en fait sur les réseaux sociaux. Je vais regarder également si la personne achète le plus souvent en ligne. Donc, les utilisateurs en fait, voilà, les utilisateurs du site que nous allons créer sont très sensibles en fait à l'esthétique. Pourquoi? Parce qu'on veut cibler là des jeunes et on sait que les jeunes aiment ce qui est beau, les jeunes aiment ce qui est joli. Donc, il faudra donc bien gérer le côté expérience. Il faut que l'expérience ici là soit simple, qu'on puisse facilement ici avoir un site internet qui va convertir, donc qui va attirer au moins. Parce que si le site n'attire pas des gens, en fait, ce ne sera pas avantageux pour nous. Donc, d'où l'importance ici, en fait, de penser mobile first. Lorsqu'on parle de mobile first, c'est tout simplement le fait qu'on va penser à créer un site internet qui sera toujours adapté au mobile. Pourquoi? Parce que de nos jours, la majorité en fait des sites internet qu'on va consulter, ce sera à partir du téléphone. Donc, rares sont les personnes là qui vont consulter les sites internet sur le PC. Donc, du coup, on va penser cela mobile first. Donc, notre personne, c'est là qu'on nous définissons à partir ici, son profil sociologique. Je suis par exemple les femmes entre 25 et 40 ans. On va pas se limiter là, c'est juste un exemple. Il y a plus qu'une seule personne là. Là, on cible les femmes parce que si vous vous rappelez bien, ici là, au niveau du besoin, elle voulait cibler, elle voulait vendre en fait les lots comme produit. Elle veut vendre quoi? Elle veut vendre en fait ici le parfum, des huiles de parfum, des brumes, des déodorants, des lingeries femmes et enfants. Également, elle peut encore ajouter peut-être qu'elle veut vendre peut-être les vêtements hommes, ou alors il y a la lingerie homme également. Donc, au niveau ici là, du personnel, donc, on peut donc rajouter cela. Donc, au niveau comportement maintenant d'achat, sensibilité au prix. Donc, il faudrait que les prix qu'on va mettre, vous devez accompagner le client là-dessus également. Il faudrait que les prix soient reliés à des promotions pour faciliter cela, le fait qu'on va écrire par exemple un prix par exemple qui est vrai et on va mettre le prix qui est faux. Est-ce que je vous avais expliqué par exemple le jour qu'on faisait l'e-commerce, on va toujours mettre un prix en promo et on va mettre un prix aléatoire. Facilite en fait cela, le fait que quand le client va arriver, il aura tendance à vouloir cliquer pour peut-être acheter parce qu'il sait que bon, c'est en promotion, peut-être promotion va s'arrêter. Donc, ce que notre client, ce que notre personnel attend, en fait, c'est quoi? C'est que, à partir de ça, de l'analyse du profil socio-démographique qu'on a ici, et à partir de l'analyse du comportement d'achat, le client qu'on veut cibler, en fait, c'est là, aura besoin, c'est là que le site internet ait un parcours qui est fluide, rapide, et peut-être sans bug. Donc, pas qu'il n'y ait pas des erreurs à chaque fois qu'on sera sur la page. Et à travers également le comportement qu'on a ici, on sait très bien que nous sommes au Cameroun. On cible la zone urbaine Cameroun, Yaoundé, Douala, Bafoussam. Donc, du coup, au niveau du paiement, il faudrait qu'on puisse proposer des paiements locaux, comme MTN, comme Orange, comme les cartes Visa, ou alors le paiement, la livraison. Et maintenant, il faudrait également qu'on puisse gérer en fait ici là l'expérience afin qu'elle soit ici là inspirante. Donc le site qu'on va créer en fait doit être
attirant, ça doit rassurer. On parle de rassurer, pensez directement ici là, par exemple, aux avis clients qui vont te poser plus tard sur les produits. Donc, notre persona ici là s'appelle Laura. Et maintenant, tous les éléments que nous avons dans le site ici là va nous guider en fait sur le choix, premièrement, des mots qu'on va utiliser, ça va nous guider sur le choix des visuels de chaque image. Et également, ça va nous faciliter en fait le fait les choix en fait des modes de paiement, comme on l'a défini également ici. C'est clair pour tout le monde jusqu'à ce niveau. Ok, quand il y a des questions, vous activez juste votre micro et vous répondez. Ok, donc pour continuer, donc après qu'on ait donc défini notre persona, vous savez très bien, après le persona vient donc ici là le choix du type de site internet qu'on veut créer. Mais étant donné que le client, lui, quand il venait, il sait déjà qu'il fait la vente en ligne. Et quand on dit vente en ligne, on comprend déjà très bien que c'est un site e-commerce. Donc là, on n'a même pas besoin de réfléchir. Donc à partir de l'analyse, on peut déjà savoir qu'on a fait cela à un site e-commerce. Et maintenant, quand on a bien compris donc ici là, je reviens toujours sur au niveau du persona parce que c'est le plus important. Quand on a bien compris en fait le profil de notre client, donc le profil des clients qui vont venir sur le site internet en fait, et ses utilisateurs, qu'est-ce qu'on va donc faire? Il faut maintenant se poser en fait un ensemble de questions qui vont cadrer en fait la partie technique de notre site internet. Donc, j'ai compris le client, donc j'ai analysé ses besoins de départ et donc j'ai défini quels seront maintenant ici là les utilisateurs du site de notre client. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Forcément, on a parlé de vente en ligne, on a parlé de produits qui vont être vendus. Donc là, on va partir dans ce qu'on appelle le site e-commerce. On va créer là dans un site e-commerce professionnel qui va nous permettre donc de gérer des produits, d'avoir des paniers d'achat, de gérer les commandes, de faire des paiements et de faire également des livraisons. Donc, ce type de site internet que nous voulons créer, donc, qui est un site internet e-commerce, nécessite donc cela une technique ou alors une structure technique qui doit être solide, notamment au niveau de la logique UX design. Et lorsqu'on parle de site e-commerce, au niveau des caractéristiques du site e-commerce, il faudrait qu'on ait un catalogue de produits filtrable. Donc, premièrement, il faudrait qu'on puisse catégoriser en fait les différents produits. Donc, à travers il y a les besoins que nous avons fournis au départ. On sait déjà qu'on aura la première catégorie qui sera la catégorie des parfums. La deuxième catégorie, ce sera la catégorie euh, de lingerie en fait. Donc, on peut avoir parfum, lingerie. euh, on peut se limiter sur les deux catégories selon de la conception. Maintenant, au niveau de toutes les caractéristiques, il faudrait qu'on ait une panier d'achat et un tunnel de vente qui est complet. Nous avons parlé hier du tunnel de vente les précédentes fois. On doit gérer également les paiements. Il faudrait que sur le site internet, on ait un espace compte utilisateur qui va permettre à l'utilisateur qui est en train de visiter le site ou alors qui achète en ligne de pouvoir donc vérifier, voilà, de contrôler les commandes qui ont été faites et de regarder également le statut de ces commandes. Donc, toujours au niveau des caractéristiques du type de site qu'on veut créer, site e-commerce, on va donc prévoir également une partie bloc qui va nous permettre donc d'intégrer un contenu, par exemple, côté beauté ou côté lingerie. Donc, on va parler de ces deux thèmes-ci dans la partie bloc. Maintenant, au niveau du design, on va adopter un design responsif. Parce qu'on est sur e-commerce, c'est beaucoup plus visité à partir du téléphone. Et maintenant, côté client, il faudrait qu'on puisse lui montrer dans son interface tableau de bord. Donc, qui va lui permettre d'administrer, on appelle ça également la partie back-office de WordPress, dans la partie administration que vous ouvrez en tant qu'intégrateur. Donc, le client doit avoir également accès à cela parce qu'il va pouvoir peut-être accéder pour voir les statistiques de sa boutique, pour pouvoir ajouter lui-même des produits plus tard, pouvoir peut-être publier également des articles. Donc, pour nous, c'est là que nous allons donc créer notre site. Puisqu'on passe sur un site e-commerce, forcément, on va choisir donc CMS, puisque c'est l'objectif de notre cours depuis. Donc, on va choisir, c'est la WordPress pour créer notre site internet. Et on va choisir l'extension WooCommerce, puisque c'est avec WooCommerce qu'on peut donc transformer un site WordPress en site de vente en ligne. Et donc, pour aller de manière plus simple, on va donc prendre ici là, le thème Astra. Donc, le choix donc est motivé par quoi? Parce que, forcément, avec WordPress, c'est facile d'administrer une boutique. Quand on va vouloir ajouter on va appeler ça. Quand nous allons vouloir ajouter des fonctionnalités, ce sera facile parce qu'on a une richesse en fait, c'est là d'extension.
On aura également une rapidité au niveau de la mise en place. En 15 minutes, on va pouvoir mettre en place, configurer un site WordPress et le mettre en place et commencer donc à ajouter peut-être les produits. Également, la compatibilité également avec tous les outils que nous avons vus pendant la formation. Donc, tous les outils, toutes les extensions que nous avons vues pendant la formation seront donc compatibles pour le type de site web que nous voulons créer. Si c'est bon pour vous jusqu'ici. Ok, je suppose donc que c'est bon. Alors maintenant, on a donc pris le cahier on a pris les besoins du client, on a analysé les besoins du client. Maintenant, il faut donc passer à ce qu'on appelle l'étape de formalisation. Donc, ce que je suis en train de vous présenter là, en fait, ce sont les étapes qu'on respecte lorsqu'on veut créer le projet d'un client. Ça peut être en interne ou alors ça peut être avec le client lui-même. Donc, à chaque étape, en fait, on le fait et on confirme cela avec le client. Alors, pourquoi on le fait? Tout simplement parce que tout bon projet web qu'on est en train de créer, en fait, doit commencer ici là par un cahier de charges fonctionnel. Précédemment, j'ai parlé beaucoup plus de cahier de charges tout court. Le cahier de charges tout court, c'est le cahier de charges qu'on présente en fait ici là au client, donc qui résume en fait tout ce qu'on va faire. Maintenant, au niveau du cahier de charges fonctionnel, en fait, c'est ce qui concerne les fonctionnalités qui vont être implémentées dans le site internet en question. Donc ça, c'est côté développeur déjà à côté, celui qui est en train d'intégrer. Donc le client n'a pas trop besoin de connaître cette partie-ci. Donc c'est vous qui êtes l'intégrateur, donc qui devez mettre en place en fait la structure attendue dans votre site internet. C'est la raison pour laquelle on va parler de formalisation des besoins du client pour encadrer le projet. Donc, si on veut formaliser les besoins du client pour encadrer le projet, on va donc construire ce qu'on appelle ici là la structure en fait ici là attendue du site internet. C'est-à-dire quoi? Ici, par exemple, le client a besoin d'un site internet e-commerce simple, mais qui sera complet. Mais avant même d'arriver là, en fait, ce qu'on va d'abord remarquer, c'est que quand on parle de formalisation en fait, des besoins du client ici, là, qui vont nous permettre de cadrer ou alors d'encadrer le projet, premièrement, c'est la question de savoir quelles sont les pages qu'on va créer, quelles sont les fonctionnalités qu'on va intégrer en fait, ou alors comment l'utilisateur final va interagir avec le site. C'est la raison pour laquelle on va parler ici là, de structure du site internet. Donc ici, le client a donc besoin de quoi? D'un site internet e-commerce, on le sait déjà. Il sera complet. Mais nous allons faire donc quoi? Nous allons tout simplement essayer de mettre en place une structure basique, bien pensée. Comme vous pouvez voir, ça, c'est des éléments que j'ai déjà travaillé dessus. C'est déjà pensé. Là, on aura quoi? On aura besoin d'une page d'accueil moderne, c'est normal. Page d'accueil moderne et élégante, avec mise en avant des produits phares. Donc, forcément, quand on arrive sur la page d'accueil, il faudrait déjà qu'on puisse voir les produits de la boutique. On doit avoir également ce qu'on appelle une page boutique. Donc là, nous sommes dans la structure d'un site de vente en ligne. On a d'abord une page moderne, on a une page boutique ou shop avec catégorie, donc qui va lister tous les produits en fait de la boutique en question. Et on peut donc faire les tri, que ce soit par catégorie, avec par exemple, si dans notre cas c'est parfum, ou alors lingerie. Alors dans notre site internet, qu'est-ce qu'on aura encore au niveau de la structure? On doit avoir des fiches produits qui sont complets. On doit avoir l'image du produit, le prix du produit, les stocks du produit, la description de chaque produit. Donc, ces éléments peuvent être donnés par le client ou bien vous-même, il peut juste vous donner le prix. Vous l'accompagnez dans la rédaction de la description, de la rédaction, dans le choix peut-être des images optimisées. Je rappelle toujours. Donc ici, on prévoit donc les pages qui vont complémenter les pages de contact pour le formulaire simple. Si on a besoin, ce n'est pas tous les sites internet de e-commerce qui ont besoin du contact. Parfois, on retire le contact parce que si on laisse le contact là-bas, si c'est un site qui tourne beaucoup, on aura trop de messages. Et plus souvent, on va retirer la partie contact. Quand c'est les sites web assez grand public, on va retirer la partie contact. On va juste laisser, on appelle ça comment? On va juste laisser des chatbots là, par exemple, ou alors des services clients à travers des extensions qui permettent de le faire en fait. Quand vous allez venir, vous allez saisir votre question. S'il y a quelqu'un qui est connecté, il va tout simplement vous répondre. Alors maintenant, côté également référencement, pour gérer le référencement, donc, il y aura une section blog qui va permettre de donner des conseils au niveau de la beauté, au niveau de l'entretien, de lingerie, ou alors qui va informer sur la promotion. Rappelez-vous très bien, hier, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit cela qu'il faut toujours accompagner le client. Donc, créer le site internet du client ne peut pas seulement de venir prendre l'argent et faire quelque chose de parti. L'aspect, par exemple, le blockchain, en fait, c'est peut-être vous qui pouvez conseiller le client dessus. Donc, à travers l'analyse que vous avez fait sur son site internet, en fait, vous pouvez donc lui conseiller sur le type de bloc, d'article de blog qu'il peut rédiger. Là, par exemple, j'ai dit, par exemple, on peut rédiger
des articles en ce qui concerne les conseils de beauté ou alors on peut rédiger des articles en ce qui concerne les entretiens de lingerie, également les promotions. Donc, quand le client vient vous demander le site internet, il ne connaît pas tout ça en fait. Donc, c'est à vous de l'accompagner, de lui conseiller, de lui dire par exemple, vous pouvez faire des promotions pour faciliter ceci, pour faciliter cela. Donc, maintenant, notre site internet, au niveau de la structure également, va prévoir donc une page, un panier et une page de commande. On a fait tout ça en fait en parlant de coûts. Maintenant, on prévoit également les paiements en ligne, mobile money, carte bancaire. Bon, sachez que pour faire ça au Cameroun, forcément, il faut souscrire à un distributeur et bon, forcément, il faut avoir les papiers de vos entreprises. Mais je pense qu'il y a déjà des entreprises qui le font sans que vous ne fournissez les détails de votre entreprise. Mais vous pouvez faire des commandes jusqu'à 100 000. Quand ça va dépasser 100 000, vous serez obligé de déclarer votre entreprise pour pouvoir utiliser, pour pouvoir utiliser les moyens de paiement comme MTN ou alors comme les cartes bancaires. Donc, au niveau de la structure également, on va prévoir un espace client. Donc, chaque client qui va acheter en ligne sur notre site internet va donc pouvoir gérer ses commandes. Il aura une page qui va lister ses commandes. Il aura une page de suivi pour voir les commandes en cours. Il aura une page dans historique qui va donc lister en fait tous les produits qu'il a eu achetés dans la boutique, donc dans le site de vente en ligne. Donc également, on pourra donc intégrer également les réseaux sociaux. Vous avez vu hier, vous avez intégré les réseaux sociaux qui permettaient de partager le contenu. Donc, quand je serai par exemple sur la page d'un produit, on pourra donc cela faire le partage sur Facebook, sur Google, sur Yahoo, sur Telegram, sur WhatsApp. Donc, ce serait libre à vous donc de faire le choix de ce que vous voulez. Dans le document, c'est en fait qu'on appelle le document technique. Dans le cahier de charges fonctionnel, en fait, va vous permettre tout simplement ici là d'éviter des malentendus. Donc là, nous sommes en train de cadrer en fait toutes les fonctionnalités qui vont être mises en fait ici, mises en fait ici là dans le cahier de charges. Donc ça nous permet donc de cadrer. Donc après ça, quand vous aurez présenté ça au client en fait, quand vous aurez terminé, c'est avec ça que vous allez valider. Parce que si après il va venir ici en fait, s'il vient après vous dire que bon, j'avais prévu ça, vous n'avez pas fait, c'est là qu'il y aura un problème. Donc raison pour laquelle on doit toujours avoir un cahier de charges simple, un cahier de charge général et un cahier de charge fonctionnel. Le cahier de charge fonctionnel, lui, il va dire exactement quelles sont les fonctionnalités de notre site. Donc, la première fonctionnalité, on a parlé aussi, on a parlé ici au niveau de la structure. Voilà comment le site sera structuré. Après qu'on ait montré comment le site sera structuré au client, on lui montre maintenant les fonctionnalités clés. Donc, par exemple, on va lui dire par exemple que bon, votre stock sera géré. Donc, quand vous allez acheter un produit, en fait, vous allez préciser le stock. Et à chaque fois qu'on va acheter un produit, le stock va diminuer. Et vous pouvez donc voir les variations des produits. Si, par exemple, on peut faire les variations des produits également. Ça, c'est les fonctionnalités qu'il faut tenir compte. Peut-être vous pouvez faire le site en fait et vous ne mettez pas les variations. Puis il vous dit que non, il est prévu de faire des variations. Au niveau peut-être des couleurs, au niveau peut-être des tailles, au niveau peut-être de la lingerie. Vous savez qu'au niveau de la lingerie, par exemple, on a les tailles, les XL, on a les M et tout. Il faudrait prévoir tout cela au niveau du cahier de charges fonctionnel. Maintenant, au niveau vous pouvez par exemple dire également dans le cahier de charges fonctionnel qu'on va pouvoir configurer les livraisons. On va pouvoir peut-être définir des zones de livraison et des tarifs. Vous pouvez également dire que bon, au niveau du système, au niveau de ce que vous allez livrer en fait, vous allez gérer en fait les codes de promo. Donc vous allez lui montrer, ou alors vous allez définir des codes de promo qu'il va utiliser, ou alors vous allez vous-même lui montrer comment il peut définir plus tard les promotions, ou alors les réductions. Pardon. Un autre côté également, vous pouvez également dire au niveau du cahier fonctionnel que vous allez gérer la newsletter ou alors la collecte d'emails. C'est-à-dire que vous allez mettre en place une extension qui va permettre d'enregistrer les emails et d'envoyer de manière automatique les emails. Donc, c'est libre à vous. Donc vous allez mettre cela, tout ce que vous allez recevoir. Vous allez dire par exemple que vous allez gérer le SEO de base et peut-être gérer les performances au niveau de la cache avec les extensions qu'on connaît déjà. Vous allez par exemple dire que vous allez gérer le système de sauvegarde automatique. Vous allez dire par exemple que vous allez gérer la sécurité avec par exemple votre Fence et installer également une extension qui va gérer l'anti-spam. Donc là, vous voyez que je suis en train de définir ce que va contenir le site que je vais créer. Et c'est très important. Ça permet donc de cadrer, comme j'ai dit depuis le départ, le projet et de savoir réellement ce qu'on va mettre à l'intérieur. Parce que vous n'allez pas juste vous lancer là sur WordPress à commencer à installer les extensions au hasard, non. À travers tout ce que vous avez défini ici là, au niveau de la formalisation des besoins qui vont donc encadrer le projet que vous voulez créer. Donc, une fois que vous aurez fait ça, donc, vous aurez donc ici là euh, toutes les bases solides en fait, voilà, toutes les bases fondamentales qui vont vous permettre de construire le projet et qui vont vous permettre de ne pas négliger certains aspects. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Donc là, nous sommes en train de voir les aspects très importants. Donc, une fois que nous avons donc défini, nous avons donc choisi, formalisé en fait ici là
le cahier des charges techniques. Nous avons formalisé les besoins du client. Rappelez-vous très bien, on passe directement ici là à la charte éditoriale. Donc chaque projet qu'on construit en fait, ou alors chaque site internet qu'on crée en fait, doit être, heu, doit être cohérent. Et pour qu'il soit cohérent en fait, il faut ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Donc quand vous faites il y a la communication en ligne, quand vous faites déjà le site internet, votre site internet doit suivre une ligne éditoriale, c'est-à-dire quoi? Une ligne éditoriale qui est claire et qui est simple également. Alors qu'est-ce qui se passe ici en fait? Ici là, comme nous sommes dans une boutique en fait de vente en ligne, lorsqu'on va parler ici là de charte éditoriale en fait, forcément, on va parler cela d'adapter le ton qu'on va utiliser pour parler. Et maintenant, on va également adapter le contenu à la clientèle qu'on a définie au niveau du persona. On cible ici une clientèle diversifiée, les femmes, les hommes, les enfants. Et donc, il faudrait donc qu'on adapte le ton, la tonalité éditoriale, qu'on adapte le style, qu'on adapte ici là, le style de rédaction cible également. Et donc, et pour le faire, rien de plus, rien de plus compliqué. Nous avons vu cela, au niveau ici, du coup qui le concernait. Nous avons vu comment est-ce qu'on définit sa charte tutorielle, quelles sont les questions qu'on pose pour pouvoir définir, sa charte tutorielle. Dans notre cas, nous sommes dans une boutique en ligne. Étant donné que nous sommes dans une boutique en ligne, l'objectif ici là, c'est de vendre. On veut vendre à plusieurs types de clients. Et quand on veut vendre à plusieurs types de clients, en fait, ça veut dire qu'il va falloir qu'on adapte le ton en conséquence. Parce qu'on va s'adresser ici à plusieurs profils différents. Et si vous voulez vous adresser à plusieurs profils différents, vous devez trouver donc la bonne formule qui va aller. S'il ne faut pas s'adresser peut-être à un homme comme si vous adressez à une femme, ou comme si vous adressez à un parent qui a un enfant qui va acheter un produit. Donc tout ceci va compter en fait. Donc ici, on ne peut pas vouloir par exemple écrire uniquement pour les femmes. On va pas tout simplement écrire pour les femmes. On va écrire à la fois pour les femmes, on va écrire à la fois pour les hommes, on va écrire à la fois pour les parents, les enfants. Et donc, il va falloir segmenter. Premièrement, sur le fond et en gardant ici ce qu'on appelle une forme uniforme. Parce qu'il ne faudrait pas faire la différenciation. Par exemple, ça veut dire qu'on ne va pas écrire. Par exemple, le parfum peut être lié à un homme, ça peut être lié à une femme, ça peut être lié à un enfant. Donc, qu'on va communiquer, par exemple, sur le parfum ici, il faut laisser là que sur le fond, on n'a pas une différenciation, en fait, ici, avec la forme. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple très simple comme vous voyez ici. Il dit par exemple que s'il veut par exemple écrire une fiche produit pour un parfum homme, s'il écrit une fiche produit par exemple pour un parfum homme, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire ici en sorte que les termes qui sont liés à l'homme puissent apparaître. Lorsqu'on parle d'élégance, lorsqu'on parle d'homme, on parle d'élégance, on parle de caractère, on parle de fraîcheur masculine. Donc tout cela, donc, il faudrait donc tenir compte de cela lorsque vous serez donc en train de réaliser. Dans le ton général, en fait, d'un site doit pouvoir être accueillant, premièrement. Le site, le ton que vous utilisez dans le site doit être accueillant. Une fois qu'il est accueillant, il doit être élégant, il doit être professionnel, sans devenir froid ni impersonnel. Il ne faut pas être trop impersonnel. Le plus souvent, on va vous demander ça de vous voyez. C'est plus facile de vous voyez lorsqu'on veut aussi là, lorsqu'on crée un site internet. Et donc tout ceci qu'on va donc créer dans la charte et la tonalité éditoriale, le style rédactionnel qu'on va utiliser en fait ici, va s'appliquer, que ce soit au titre de notre site internet, que ce soit aux descriptions des produits, que ce soit ici en fait ici, aux différentes pages statiques comme la page d'accueil, la page à propos, mais aussi à la partie blog. On a parlé bien également de la partie blog euh, tout à l'heure. Donc cette cohérence-là, donc, éditoriale qu'on va définir, donc, va pouvoir rassurer tous les visiteurs qui vont venir sur notre site internet. Il va donc pouvoir renforcer la crédibilité de notre site internet. Donc, pour résumer, qu'est-ce que vous allez faire? Première chose, vous devez définir votre tonalité éditoriale. Est-ce qu'elle est inclusive? Est-ce qu'elle est valorisante? Vous devez donc définir également le style rédactionnel en accord avec vos différentes cibles. Si vous adressez par exemple aux femmes, forcément, quand on parle aux femmes, il y a sensualité, on va parler de bien-être, on va parler de l'affirmation de soi. Si on s'adresse aux hommes, comme je dis tout à l'heure, il y a l'élégance, on va parler de soins personnels, on va parler de confort. Ici, on s'adresse aux enfants, puisque les enfants ne sont pas sur les sites internet, on va donc s'adresser plutôt aux parents. Si on veut s'adresser aux parents, donc il va falloir qu'on convainc les parents en parlant, par exemple, si avec douceur, avec sécurité, voilà, avec des styles de qualité, de qualité autant pour moi. Donc, comme je dit tout à l'heure, il faut toujours utiliser cela, le vouvoiement. Parce qu'en utilisant le vouvoiement, en fait, c'est plus respectueux. Il ne faut pas s'adresser, en fait, ici, à vos clients, ou alors aux clients, en fait, avec des tures, ou alors avec le jeu.
faut pas parler avec les jeux. Donc, on doit vous voir, en fait, on doit pas être impersonnel. Il ne faut pas juste parler sans être impersonnel. Il faut utiliser les pronoms personnels pour qualifier directement la personne. Également, on va, au niveau du style rédactionnel, comme je disais tout à l'heure, penser aux mots-clés et on les introduit partout où besoin se veut. Donc, une fois que nous avons donc vu la charte éditoriale, si vous vous rappelez très bien, après la charte éditoriale, il fallait tout simplement parler, en fait, ici, là, de l'expérience utilisateur. Donc, quand j'ai commencé le cours, quand j'ai commencé, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit ici, là, qu'au niveau de l'expérience utilisateur, nous, on ne va pas trop s'appesantir ici, là, au design. Pourquoi? Parce qu'on va choisir directement un modèle. Et le modèle qu'on va choisir sera donc en fonction de ce qu'on veut. On ne va pas trop s'attarder peut-être sur la charte graphique ou alors sur la charte, ou bien sur le UX. Parce que quoi? On va juste utiliser un template et on va regarder si la couleur nous plaît ou pas. Mais maintenant, si on veut également aller en profondeur, on peut nous-mêmes, à partir de ce qu'on a euh, utilisé comme modèle, aller personnaliser. Mais dans ce cas, par exemple, palpable, je n'ai pas trop fait référence ici là à la charte graphique parce que bon, je sais qu'il va aller chercher juste un template qui est déjà adapté et je vais l'utiliser. Maintenant, si je veux donc, je peux donc redéfinir donc ma charte graphique pour pouvoir ici là bien personnaliser mon site en question. Donc, lorsqu'on dit penser à l'expérience des visiteurs selon leur profil, on fait référence ici à quoi? À l'UI, l'UI design. Pourquoi? Parce qu'un bon site qu'on est en train de créer, en fait, doit d'abord euh, avoir un bon parcours utilisateur. Donc, le parcours utilisateur doit être bien pensé. Nous l'avons vu également dans les cours vidéo des précédents cours. Les cours là sont encore en ligne. Vous avez vu on avait fait tout un cours en fait, sur le parcours utilisateur. Donc, le parcours qu'on prend, ça doit être pensé. Et également, chaque template qu'on prend également a un parcours différent. Mais comme nous avons dit qu'on va choisir par exemple le template Astra, vous allez voir que le parcours sur Astra respecte presque tout ce que nous sommes en train de voir ici en fait. C'est la raison pour laquelle on ne va pas trop s'apesantir. Donc, ça, c'est juste à titre pédagogique. Si vous voulez vous-même faire un développement sur mesure sur WordPress. Et on doit donc ici là éviter par exemple un site qui parle uniquement ici là, peut-être simplement ici là aux femmes, ou alors qui mélange tout, qui va faire un mélange de tout et sans peut-être une logique qui suit en fait les différents contenus. Donc, ce que nous allons faire par exemple ici là, c'est de créer premièrement une navigation. Donc au départ, j'ai dit ici là que le fait qu'on va penser ici là à l'UX pour nous, ce sera tout simplement ici là euh, gérer la navigation en fait. Donc, premièrement, on doit d'abord penser à la navigation. Donc, on va d'abord dire comment est-ce que le menu de navigation va être structuré. Quels sont les éléments en fait qu'on aura au niveau du menu. C'est ça qu'on doit parler ici là. Donc, au niveau ici là, du parcours de notre site internet, voici un exemple que j'ai pris. Donc là, par exemple, si on est au niveau des femmes, donc on considère que c'est un produit femme. Ça veut dire quoi? On arrive à la page d'accueil, on clique par exemple sur un produit qui s'appelle beauté pour elle. C'est peut-être une catégorie que vous avez mis, ou alors lingerie femme. Ça peut être des catégories. Donc, lorsqu'on clique donc dessus, en fait, qu'est-ce que ça se passe? On va donc consulter des produits. Ça, c'est une catégorie. On va consulter des produits, par exemple, comme brume, comme soutien-gorge, comme nuisette, et tout. Maintenant, après, donc, on peut donc lire des avis. Donc, c'est un produit qu'on consulte. Donc, on va pouvoir lire des avis. Ce sont les preuves sociales, en fait. Donc, on va pouvoir lire des avis. On va pouvoir ajouter le produit, par exemple, au panier. Également, on va pouvoir payer en ligne et recevoir un email de confirmation. Vous voyez que là, c'est ce qu'on appelle ici un parcours utilisateur en fait. L'utilisateur arrive sur la page d'accueil, la home page, il clique sur une catégorie de produits, ça lui montre un ensemble de produits, il clique sur le produit en question, il lit l'avis, il peut le rajouter à son panier, il passe directement au paiement et il reçoit directement un email de confirmation. Maintenant, si on est plutôt sur un produit de type homme, l'expérience utilisateur, c'est presque la même chose. Mais là, maintenant, on peut plutôt quitter sur Facebook. Donc, si votre site internet est peut-être à une page sur Facebook, qu'est-ce qu'on va faire par exemple sur votre site internet, il y a peut-être un lien. L'homme, par exemple, là, donc cliquer sur votre lien via, par exemple, Facebook. Il accède donc ici, par exemple, parfum homme ou alors au caleçon pour homme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire donc? Il va pouvoir peut-être filtrer par la taille. Là, on aura un produit variable. Il va peut-être filtrer par la taille ou alors par les parfums. Ce sont des parfums. Par la taille, ce sont des lingeries hommes. Et donc, quand il fait ça, donc, il va donc consulter le détail. Il va donc juste à son panier, il va donc passer directement à l'achat. Le cas, par exemple, d'un produit maintenant pour enfants. On a dit tout à l'heure que quoi? Si c'est un produit pour enfants, qu'est-ce qui va se passer? À partir donc ici là du parent, c'est le parent qui va souvent venir visiter pour acheter des produits de ses enfants. Donc, ça veut dire quoi? Le parent peut-être à rechercher un produit doux pour ses enfants.
Il va donc cliquer au niveau d'enfants sur le site internet. Il va donc choisir des caleçons en coton ou alors le brume léger pour enfants. Il va donc passer directement à l'achat. Donc là, ce sont des exemples. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a des étapes qui sont ignorées. Ici, là, par exemple, on avait une étape où on devait lire les avis ajoutés au panier. L'autre, par exemple, ici, là, il n'y a même pas cette option d'ajout au panier. Là, on consulte directement et on achète. Et en même temps, au niveau du parent, c'est la même chose. Dès qu'il voit le produit, il peut directement passer à l'achat. Donc, vous voyez que on peut avoir plusieurs types en fait, de parcours. Ça dépend de vous, ça dépend du type de site internet que vous êtes en train de créer. Il y a les sites internet de vente en ligne qui ont vendu un seul produit. Donc là, on n'a pas besoin de tout un long parcours. Dès qu'on est sur la première page, c'est-à-dire la page de vente de produits, on clique tout simplement sur acheter et on procède à la finalisation de la commande. Donc, les clés donc, ici là d'un bon parcours utilisateur, c'est quoi? Premièrement, la page d'accueil doit être bien segmentée par public, c'est-à-dire quoi? Déjà au niveau de la page d'accueil, en fait, si on veut vraiment créer le site internet ici, il va falloir que au niveau de la page d'accueil, on ait déjà plusieurs sections. Il y a une section qui va présenter les produits hommes, une section qui va présenter les produits femmes, une section qui va présenter les produits enfants. Maintenant, les gars, au niveau du menu, vous vous rappelez très bien, on a parlé de menu. Donc, au niveau du menu, on doit avoir un menu qui est clair. Le menu va avoir peut-être accueil, peut-être nos produits, peut-être, il y a pourquoi? Peut-être un menu de recherche, un champ de recherche par exemple également. Donc, également, ça peut dire qu'on va pouvoir peut-être filtrer les produits par catégorie à travers peut-être, je veux dire quoi, à travers peut-être la barre de recherche. Maintenant, au niveau du tunnel de commande, en fait, il faudrait que le tunnel de commande n'ait pas de distraction. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, j'ai pris ici là, ces différents parcours-ci, en fait. Ces différents parcours-ci sont vus ici là comme des tunnels de commande. Donc, le tunnel de commande ne doit pas être distractif. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de distraction. En fait. Ça doit être clair, concis et rapide. Et lorsqu'on fait dans le plan, lorsqu'on veut faire un bon ciblage du côté UX, il faudrait également que le site soit fluide, il faut que le site soit rapide, il faut que le site soit optimisé côté mobile. Parce que, comme j'ai toujours dit, le côté mobile, c'est le côté qui est beaucoup utilisé parce que la majorité des personnes ont des sites internet sur leur téléphone. Alors maintenant, une fois qu'on a donc ici là, défini notre parcours, donc, ce qu'on fait, c'est que on va tout simplement donc organiser en fait c'est là les différentes pages de notre site internet pour guider en fait c'est là les utilisateurs qui vont arriver. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là maintenant, qu'est-ce qu'on a? On connaît donc ici là les attentes du client et les besoins de ses utilisateurs. Donc, la première chose qu'on va donc faire, c'est quoi? On va concevoir les différentes pages principales du site. Donc, ça, ici, là, par exemple, c'est une étape qui est très importante. Pourquoi? Parce que à travers cette étape-ci, en fait, on va installer. On peut pas, en fait, on va pas tout simplement se mettre là à installer quoi que ce soit. On va tout simplement là, installer ce qui sera vraiment utile pour nous. Par exemple, on va penser par exemple au wireframe. Rappelez-vous très bien du wireframe. Également, ici, je veux pas directement aller faire le wireframe ici là. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire un développement sur mesure. Je vais directement choisir un thème avec un modèle de page. Donc, je ne vais pas directement aller au wireframe. Mais ici, là, normalement, ici, là, les pages comme les pages principales, là, on va toujours essayer de voir si on peut dessiner nous-mêmes notre wireframe. Donc, quelles sont les sections qu'on va afficher, dans quel ordre on va afficher les différents éléments et dans quelle logique également. Donc, sur la page d'accueil, par exemple, on aura par exemple un bandeau visuel d'ouverture. Ça peut être quoi? Ça peut être un slider, c'est-à-dire quoi, des images qui vont défiler là avec un appel à l'action, un peu comme vous voyez dans les grands sites de commerce. Donc, à la page d'accueil, là, on a un ensemble de produits qui sont en train de défiler avec des boutons peut-être acheter, commander maintenant. Également, au niveau de la page d'accueil également, on va pouvoir mettre peut-être les produits en vedette, c'est-à-dire quoi, les produits sont peut-être les plus vendus. On va prévoir en fait toutes les catégories en fait. On va pouvoir mettre là-bas en fait les boutons qui vont accéder. Lorsqu'on va cliquer, en fait, ça va aller vers la catégorie concernée. Donc, par exemple, ici, là, on va faire un accès rapide pour arriver au produit de type parfum femme, au produit de type parfum homme, au produit de type lingerie autant pour moi, au produit de type enfant. Alors, maintenant, une fois qu'on a défini, parmi les pages principales également, qu'est-ce qu'on a? On a la page boutique. La page boutique, donc, c'est la page qui va lister tous les produits qu'on a ajoutés. Et dans cette page-là, donc, on prévoit en fait le fait que l'utilisateur peut donc faire cela, un filtre par catégorie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trier
selon les types de personnes qu'on va acheter, selon le type de profil de celui pour qui on va acheter. Est-ce que c'est un produit homme? Est-ce que c'est un produit femme? Est-ce que c'est un produit enfant? Également, on va permettre des filtres supplémentaires, comme par exemple le type de produit, par exemple le prix. Donc, les filtres sont très importants dans les sites e-commerce. Pourquoi? Parce que parfois, je vais acheter par exemple un téléphone et je passe sur le site internet, j'ai un budget en fait. Mon budget, c'est peut-être 100 000, 150 000. Il faudrait que s'il part dans la page boutique qui va lister tous les produits, il cherche par exemple les produits qui sont compris autant pour moi, entre peut-être 150 000 et 250 000. Là, ça me permet donc de faire ce qu'on appelle les filtres supplémentaires. Donc, il va trier le produit peut-être par le prix, il va trier par la taille. Par exemple, sur la lingerie, homme, et puis peut-être que je veux peut-être les, produits, les linges qui sont dans la catégorie peut-être X et XL, qui sont dans la catégorie M et XL autant pour moi. Donc, je peux également trier au niveau avec la disponibilité. Parce que quoi, parfois le stock est épuisé. Et si je n'ai pas retiré le produit, ça va tout s'afficher. Donc, je peux donc trier dans le site de commerce à travers cela, la disponibilité. Et dans le template qu'on va choisir, en fait, lorsqu'on va le consulter, va nous permettre de faire tout cela. Et également, on peut prévoir encore ce qu'on appelle les vignettes produits qui seront donc bien espacés, qui seront clairs avec des photos ici là assez jolies. Et peut-être on pourra inclure des prix sur ces produits-là, on pourra inclure peut-être un bouton qui va nous permettre de faire, voilà, d'accéder rapidement aux produits en question. Dans le but de cela, le but est simple. Le but de cela, lorsqu'on parle d'organiser les pages clés, comme la page d'accueil ou alors la page boutique, c'est parce que ce sont les pages qui sont très importantes. À côté donc des pages d'accueil, ou à côté de la page boutique, on a également la page de fiches produits. Donc, retenez très bien, quand vous êtes dans un site e-commerce, en fait, les pages principales que vous allez mettre en place et respecter les éléments que j'ai précisés ici là, il y a la page d'accueil, il y a la page boutique. Et voilà tous les éléments en fait qu'à chaque fois, vous allez devoir mettre à l'intérieur. Quand ils sont par exemple au niveau de la fiche produit c'est quoi? C'est la page qui décrit en fait un produit. Donc quand on est sur un produit et qu'on va cliquer dessus, on va afficher ce qu'on appelle la fiche produit. Et donc, au niveau de la photo, par exemple, vous devez mettre plusieurs photos comme nous avons vu la dernière fois, et des photos de qualité. Parce que quand la photo est de qualité, en fait, ça attire également les clients. Vous devez donc faire une description concise de ce que vous voulez. Vous devez faire une description très détaillée en fait du produit en question. Donc, donner peut-être des avantages, donner des conseils d'utilisation, permettre par exemple la sélection des variations. Si par exemple il y a la taille du parfum, il y a peut-être des grammages par exemple, et tout. S'il y a par exemple les couleurs, au niveau des linges, de la lingerie par exemple. Maintenant, vous devez tout mettre ici ce qu'on appelle un bouton ajouter au panier. Donc, quand on est sur un produit, dans la fiche d'un produit, dans la page d'un produit, il faut toujours un bouton ajouter au panier ou alors un bouton acheter. Dans certains sites internet, vous allez voir plutôt acheter. Dans certains, vous allez voir ajouter au panier. Donc, libre à vous de choisir ce que vous voulez, puisque c'est, on peut les modifier. Bon, dans un site internet également, e-commerce, on peut également avoir la page à propos. C'est beaucoup plus pour se crédibiliser. Bon, certains vont négliger cela, mais c'est important parce que ça permet de crédibiliser en fait c'est l'entreprise qui a le site en question. Donc, dans la page à propos, qu'est-ce on doit toujours faire? On doit présenter la marque. Donc, puisque votre entreprise c'est votre marque, vous devez présenter votre entreprise, vous devez donner vos valeurs, parler peut-être du fondateur si besoin, parler de votre vision, parler de votre engagement en ce qui concerne la qualité des produits, parler également de la satisfaction des clients, donc des clients qui ont déjà acheté. Et on prévoit également 2 pages, 3 pages supplémentaires, 2 pages supplémentaires, quoi, la page de contact, vous connaissez très bien pour recueillir les informations, et la page blog. Tout à l'heure, j'ai dit que la page de contact n'est pas très importante dans un site de vente en ligne, mais c'est également important. On peut mettre contact, mais on ne met pas le formulaire en fait. On met juste l'adresse email qui permet de contacter le service client. On peut mettre la localisation. Si vous avez par exemple des boutiques physiques, on va mettre la localisation. Également dans la page de contact, on va également mettre les liens des réseaux sociaux, mais on ne va pas mettre le formulaire. Si on est des sites de commerce vraiment populaire, le formulaire ne va pas servir parce qu'à travers le formulaire, vous aurez trop de messages spam. L'une des pages principales également, c'est le blog. Donc, il ne faut pas oublier la partie blog. Bon, il y a deux manières de mettre le blog dans un site de commerce. Soit vous le mettez directement comme une page du site, soit vous le mettez comme un sous-domaine. Donc, vous créez tout un site encore également pour lui. Ça va permettre de faire des référencements, mais je conseille toujours d'intégrer directement la partie blog dans le site. Ça facilite beaucoup plus les choses. Maintenant, au niveau des pages également essentielles, il y a la page panier qui sera toujours là. Donc, ce n'est pas vous qui l'avez créé ceci en fait. Donc, les pages comme panier, commande, mon compte, les pages qui vont être générées automatiquement quand on va installer en fait ici là l'extension qui permet de créer la boutique en ligne, WooCommerce.
panier, commande, mon compte. On sait ici, en fait, ce sont les pages que le plus souvent, c'est vous qui allez créer, en fait. Une fiche produit, c'est vous-même qui créez. Une page à propos, c'est vous-même qui créez. Une page de contact, c'est vous-même qui créez. Une page d'accueil, c'est vous-même qui créez le plus souvent. Une page boutique, bon, c'est vrai que c'est généré automatiquement, mais vous pouvez également personnaliser, même, de même que la page ici, là, euh, d'accueil. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va donc continuer. Dans le but, en fait, c'est là d'organiser nos pages, c'est quoi? C'est tout simplement parce qu'on va, avant de passer à WordPress, en fait, on est déjà ici là planté tout le décor en fait. On a déjà une carte en fait bien dessinée en fait du site internet. Donc, forcément, quand on quitte d'ici en fait, on quitte avec les wireframes dans le cadre du développement sur mesure. Donc à partir de cet âge, je connais, il y a toutes les pages que je dois dessiner. Et donc, je quitte d'ici là avec mon wireframe, le wireframe de toutes les pages. Comment ça sera structuré? euh, je vais prendre là. Donc, quand je quitte d'ici, en fait, j'ai déjà mes wireframes. Je dis quoi? Au niveau de la page d'accueil, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une page d'accueil qui sera placée là comme ça. Premièrement, j'aurai dans un bandeau visuel d'ouverture. Ça veut dire quoi? Ici, là, en haut, là, donc, j'aurai donc une image peut-être qui va défiler, donc plusieurs images qui vont défiler avec des boutons d'action à l'intérieur. Donc, par exemple, si on aura peut-être acheté, chaque fois, on aura peut-être acheté ou alors ajouter au panier. Après, qu'est-ce que j'aurai donc? J'aurai donc des sections rapides, donc des catégories, par exemple. Ici, là, il dit, par exemple, c'est là que euh, parfum femme, donc ça, c'est les catégories. Parfum homme, lingerie enfant. Après ça, maintenant, après ces catégories, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai maintenant ce qu'on appelle cela des produits vedettes. Les produits vedettes, c'est quoi? C'est peut-être les produits les plus peut-être achetés. Ou alors les derniers produits qui ont été ajoutés. Pour dire que ce sont les images, les produits. Je mets ça comme ça. Je redonne un bouton d'action ici, là. Je mets qui sont achetés. Donc ça, c'est la partie peut-être produits vedettes. Après, dans ça, donc, j'ai des témoignages de clients. Témoignages, donc ça dit quoi? Les captures d'image des clients, ou alors les messages même que j'ai écrits avec leurs photos. Maintenant, j'aurai toujours un bloc de newsletter, donc pour permettre aux clients, on dit par exemple que inscrivez-vous si pour être, inscrivez-vous par exemple pour être informé de tous les nouveaux produits. Et après, dans cette partie, donc, on peut donc mettre la partie bloc. On va donc mettre toujours un bloc là avec un ensemble de les derniers articles qui ont été publiés. Donc, ça, c'est ce qui concerne en fait ici donc l'organisation des pages. Pourquoi ça va nous servir tout simplement en base lorsqu'on sera déjà en fait ici là euh, au niveau ici de WordPress en fait. Ok. Donc là, donc, j'ai donc planté le décor. Donc quand je quitte donc avec tout ce que vous avez présenté là, donc, j'ai déjà planté le décor. Je connais déjà c'est comment ça va. Je connais déjà le cahier des charges de mon site. Je connais les pages que je vais mettre dans mon site. Je connais déjà la structure de mon menu. Je connais donc il y a les wireframes, dans les designs de tous mes sites internet en fait. Parce que la dernière étape que j'ai dit ici, en fait, c'est là, on quitte donc ici avec tous les designs qui ont été faits. Et donc, on passe donc ici là, il y a à la création du business. Alors maintenant, avant même d'aller installer WordPress, en fait, j'ai rappelé ceci la dernière fois. Avant même d'aller installer WordPress, il faut d'abord poser les bases de l'identité numérique de votre projet. Donc, cela commence d'abord par quoi? Vous devez créer une adresse email pour votre business. Toujours, ne créez pas un site internet avec votre adresse personnelle, non. Pourquoi? J'avais même déjà rappelé ça. Parce que vous serez amené plus tard à partager le site en question à certaines personnes, aux administrateurs qui vont peut-être gérer votre site internet. Donc, votre site internet doit avoir une adresse email professionnelle. Donc là, par exemple, dans le cas, par exemple, du site qu'on veut créer, par exemple, on va créer dans l'adresse email professionnelle et choisir le nom de domaine. Alors, pour créer l'adresse email professionnelle, l'objectif sera de faire quoi? De disposer en fait d'un canal de communication sérieux et clair. Donc, l'adresse email professionnelle, c'est que nous allons créer en fait. Ça va nous permettre tout simplement ici de s'inscrire sur tous les sites internet qu'on va utiliser pour notre site internet en question. On aura par exemple Laura Bis CM par exemple. Pour ce que j'ai créé, j'ai mis CM parce que ce n'était plus disponible. On aura par exemple Laura Bis CM@gmail.com. Vous savez ça, donc je vais créer mon site WordPress. Donc ça sera ici en fait l'email d'administration en fait c'est là de mon site internet WordPress. Alors maintenant, pour être plus pro maintenant également, on va souvent créer on va créer en fait notre nom de domaine. Donc, si on veut peut-être le nom de domaine en fait, on va donc créer. Si on veut une adresse email professionnelle, donc
on va d'abord créer le nom de domaine. Une fois qu'on a créé le nom de domaine, on doit acheter le nom de domaine, autant pour moi. On va donc essayer de créer une adresse email professionnelle avec peut-être là, vous voyez que le nom de, après l'arrobas, on a plutôt le nom de notre site internet. Et en avant, on a contact. Donc, c'est possible donc, après que vous ayez donc acheté votre nom de domaine. Et l'astuce qu'il va vous donner, c'est que faut toujours créer également une adresse email dédiée ici là à la réception des commandes ou alors créer également une adresse qui sera uniquement liée au support. Donc, par exemple, si pour gérer les commandes, vous allez créer une adresse commande pour gérer les commandes. Et pour gérer également le support, vous allez créer une adresse, par exemple, ici là, qui va s'appeler support. Le support sera présent de quoi? Les personnes qui ont acheté les produits et qui ont des problèmes vont directement contacter le support. Peut également être associé à un numéro de téléphone. Donc, une fois que nous avons donc créé l'adresse email professionnelle, donc, on passe donc ici à la création de notre nom de domaine. Donc, il faut toujours choisir également le nom de domaine pour votre business. Et le nom de domaine doit être quoi? Il doit être court, il doit être facile à mémoriser. Il ne doit pas avoir des tirants, en fait. Il doit être sans caractères spéciaux. Et le plus souvent, on conseille, en fait, ici, là, de toujours choisir un nom de domaine qui reflète, en fait, votre activité. Mais bon, ça va dépendre de vous, hein. Mais si ça peut refléter votre activité, c'est une bonne chose. Un exemple très simple, j'ai pris par exemple là Laura Bis, dans le nom du client, suivi de Bis pour dire business. Il peut également donner un nom comme par exemple parfum lingerie.cm. Il peut par exemple dire également Laura Beauté.cm. Vous voyez que il y a des noms qui sont très courts. Normalement, celui-ci est même long, il est long. Quand un nom de domaine fait plus de 10 caractères, c'est long. On va se limiter au trou même à 8 parfois. Raison pour laquelle vous avez vu, j'ai pris directement ici là laurabis.com. Celui-ci. Et donc, quand on choisit le nom de domaine, en fait, il y a l'extension qui est recommandée. Je recommande toujours de prendre le .com pour une portée internationale. Mais si vous voulez, si votre site internet est lié uniquement au Cameroun, vous pouvez acheter dans le domaine .cm. Donc ça, c'est pour le marché local camerounais. Ou alors prendre plutôt un .shop. Mais le .shop, ce n'est pas très crédible. Donc, le plus souvent, il faut choisir soit lié à votre, comment, lié à votre priorité. À votre priorité. Si c'est pour le local, vous prenez .cm. Si c'est pour une portée internationale, vous prenez .com. Également, il y a les sites pour vérifier cela. Pour vérifier la disponibilité, vous allez aller sur nameship.com. Voilà, vous partez sur Hostinger pour pouvoir gérer, pour alors vérifier si le nom de domaine est disponible. Parce que quoi, quand vous choisissez un nom de domaine, s'il n'est pas disponible, vous ne pouvez pas l'utiliser. Peut-être que quelqu'un a déjà acheté cela. Il faudrait toujours aller donc vérifier, soit sur Hostinger, soit sur Namecheap. Et les trois conseils que je peux donc vous donner également ici, quand vous voulez acheter un nom de domaine, c'est quoi? C'est que vous devez choisir un nom de domaine dès que vous pensez à votre business, pour éviter les conflits plus tard. Pourquoi? Parce que si vous avez le nom d'un business, vous allez directement sur les réseaux sociaux, commencer à rédiger vos articles et on voit le nom en question. Quelqu'un peut voir l'ampleur de votre projet, il peut acheter ton nom de domaine, il vous vend très cher. Donc, du coup, dès que vous pensez à un business, on achète directement le domaine et on le conserve. Maintenant, le deuxième conseil, c'est que faut bien vérifier en fait l'orthographe et l'originalité en fait. Il faut éviter de copier les noms qui existent déjà. Par exemple, vous avez vu, il y a par exemple Amazon. Vous allez prendre Amazon Bis. Vous voyez que vous êtes en train de vendre votre concurrent. Le nom de domaine que vous prenez en fait ne doit pas être un nom de domaine que vous avez copié-collé. Également, le nom que vous prenez en fait doit être cohérent. Il doit être cohérent en fait vers l'univers de votre marque. Il doit être doux, il doit être élégant, il doit être commercialisable en fait. Donc, le nom que vous prenez en fait doit bien refléter votre business. Donc, une fois on connaît le nom qu'on va choisir pour notre nom de domaine, on va donc se rendre chez un hébergeur. Vous voyez cela donc, choisir, acheter dans l'espace qu'on veut et choisir le nom de domaine. Il vous rappelez très bien, je vous ai conseillé d'utiliser Hostinger parce que lui, il est très bien, il est bien sécurisé, il a beaucoup d'avantages en fait. Dans l'hébergement, on va choisir donc Hostinger et sur Hostinger donc, on va installer WordPress. Donc, pour ce TP que nous allons faire, pour ce projet que nous allons réaliser, donc, nous allons faire le choix de Hostinger. Et donc, pourquoi faire le choix de Hostinger? Tout simplement parce que quoi, il va nous permettre de déployer le site en ligne de manière rapide. Et pourquoi également, il nous offre ici là, alors il nous propose un hébergement WordPress qui est optimisé. C'est-à-dire quoi, il y a des interfaces claires, il nous permet surtout en fait, de faire l'installation en quelques clics. Donc, en quelques clics là, on va pouvoir installer WordPress. On va pas aller télécharger WordPress,
se connecter au serveur, téléverser les fichiers, attendre longtemps. Non. Avec Hostinger, on a une interface intuitive pour les débutants. Quand vous débutez, c'est facile pour vous. Vous allez installer WordPress en un clic. Là, vous avez accès, par exemple, ici là, à un domaine gratuit. Donc, quand vous achetez un espace d'hébergement sur Hostinger, vous avez accès à un domaine gratuit. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez tout simplement acheter votre espace d'hébergement. Ils vont vous donner gratuitement euh, le nom de domaine pour la première année. Maintenant, l'avantage également de Hostinger, c'est que sur Hostinger également, il y a ce qu'on appelle le certificat de sécurité. Donc, pour la sécurité de son site, c'est inclus. Donc, vous n'allez pas acheter un certificat de sécurité. Et également, l'avantage également de Hostinger, c'est que ces serveurs sont assez rapides pour pouvoir gérer les sites de commerce. Les sites de commerce sont souvent un peu difficiles à gérer. Pourquoi? Parce que ça nécessite beaucoup de ressources. Quand on fait, par exemple, le paiement en ligne, quand on fait un paiement en ligne, en fait, on va faire appel à des API externes. Et du coup, quand on fait appel à des API externes, si le serveur n'est pas rapide, en fait, on aura un temps d'attente qui sera long. Donc, le serveur de Hotching ici, en fait, cela est dédié au e-commerce. Et le prix également n'est pas si cher. Donc, à partir de 1,99 € là, vous pouvez donc avoir un espace d'hébergement par mois. Donc, même pour tester, vous pouvez prendre 3 mois. Peut-être autre 6 euros. Donc, ça n'atteint même pas 5 000. Donc, avec 5 000, vous pouvez donc avoir même 5 mois, même 3 mois. Plus de 3 mois, en fait. Il dit quoi? C'est dans, si on même à 1000 francs, c'est peut-être à 1000 francs. Avec 3 000, en fait, vous avez 3 mois pour tester même un projet, en fait. Et donc, pour donc acheter un espace sur Hostinger, c'est très simple. Nous avons vu la dernière fois. Premièrement, vous allez sur hostinger.com. Vous choisissez votre offre d'hébergement. Ça peut être le premium, ça dépend du type de projet que vous voulez. Vous pouvez prendre le plus basique, même si c'est juste le portfolio que vous créez. Vous prenez un espace basique pour tester juste. Au fur et à mesure que vous testez, quand vous avez l'argent, vous pouvez passer d'un simple à ce qui est en fait beaucoup plus optimisé, quoi. Donc, quand vous êtes là, vous allez choisir votre offre. Vous allez enregistrer votre nom de domaine en fonction de l'offre que vous avez pris. Et donc, vous pouvez donc lancer l'installation, en fait, ici, là, de WordPress. Donc, on a déjà vu. Et quand on installe WordPress, en fait, Hostinger va proposer dans une configuration qui sera guidée et qui est très facile quand on débute, par exemple. On a vu la dernière fois. Et quand on installe dans le site WordPress, donc, on peut donc accéder à travers le nom de domaine qu'on a acheté. Et donc, on va créer les identifiants d'accès. Et pour accéder à l'administration, donc on va aller au niveau du site internet. On va cliquer /WP admin pour accéder à la partie d'administration. Et on va donc mettre les identifiants qui ont été mis lorsqu'on a donc installé notre WordPress. Donc avant qu'on aille commencer dans le TP pratique réellement, il y a des réglages post-installation qui sont essentiels. Donc quand vous avez installé WordPress sur un site internet, la première chose que vous devez faire, c'est quoi? Vous vérifiez si la langue est correcte. Donc, normalement, au niveau de l'installation, forcément, vous choisissez la langue. Maintenant, au niveau du titre du site internet, il faut aller dans les réglages et vérifier si le style du site internet est correct. Il faut également regarder, aller supprimer tous les contenus par défaut. Donc, si le site que vous avez installé a des contenus par défaut, par exemple les produits, euh, les articles, il faut aller supprimer directement pour éviter que votre site soit référencé avec ces produits-là. Donc, vous allez supprimer les articles, les pages, les extensions inutiles. Donc, parce que vous voulez créer un nouveau site, vous n'avez pas besoin de tous ces produits-là. Maintenant, il faut vérifier si le certificat de sécurité a bien pris. C'est-à-dire quoi, vous ouvrez le site internet, vous regardez donc si au niveau de HTTPS, au niveau de la barre d'adresse, donc on a bien écrit HTTPS et un cadenas sur votre site. Et également, il faut désactiver tous les commentaires. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter ici, en fait, des spams. On parle des réglages toujours. On désactive tous les commentaires. Et donc, pour notre TP, comme je dit tout à l'heure, on va donc installer le thème Astra. On va choisir un modèle de page. Pourquoi Astra? Parce que Astra sera léger. Astra sera rapide. Astra, en fait, ici, sera compatible avec WooCommerce. On l'a déjà dit. Puisqu'il sera compatible avec WooCommerce, donc, qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement, dans ici, pouvoir, premièrement, configurer les différentes extensions qu'on a choisies au départ lorsqu'on a défini les différents éléments du site internet. Une fois qu'on a donc installé ces différentes extensions, on pourra les personnaliser facilement parce que le thème qu'on a choisi, en fait, s'adapte premièrement avec les constructeurs. Si je prends par exemple le cas des constructeurs, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile d'utiliser le constructeur, par exemple Elementor
ou tout autre type tout autre type en fait de constructeur. Et également Astra lui ici en fait il dit ça comment? Astra également lui Astra lui également il est optimisé ici là pour le référencement naturel. Et c'est un thème qui est responsif, donc nous on va seulement adapter à chaque fois. Il y a la compatibilité également avec Gutenberg, voilà, avec Elementor. Alors c'était bon pour tout le monde. S'il y a des questions à vous poser avant qu'on ne passe ici à la dernière partie. Question? Donc, je pense alors que tout est clair pour tout le monde en ce qui concerne ici là, le préalable avant d'entrer même sur WordPress. Voilà ce que vous devez maîtriser avant d'entrer sur WordPress. Je vais vous envoyer plus tard le document pour que vous puissiez vous référer à chaque fois euh, quand vous voulez, quand vous allez travailler en fait. Ok. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. On va donc passer ici à l'installation de WordPress. Donnez-moi juste 3 minutes.